Mesdames, Messieurs, bonsoir. La paix du Christ soit avec vous. Nous sommes aujourd'hui au sein des locaux de la télévision catholique et Ecclesia TV pour débattre d'un thème d'actualité sur invitation de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Le révérend Père Hugues Quadio, vicaire et aumônier adjoint des étudiants au sein de la paroisse universitaire Saint-Albert-le-Grand de Cocody. Bonsoir mon père. Bonsoir. Le révérend Père Stanislas Noubo, enseignant-chercheur à l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest. Mon père, bonsoir. Bonsoir, madame. Le directeur général de l'ENCA, M. Hugues Quadio. Bonsoir, DG. Bonsoir. C'est sur invitation du Père curé, à l'initiative du comité d'argent de la paroisse Saint-Albert-le-Grand, que ce thème a été choisi en vue d'apporter un éclairage et des perspectives sur la pastorale universitaire des étudiants. Il s'agit pour la paroisse Saint-Albert-le-Grand d'explorer les types de contributions qu'elle a apportées et qu'elle pourrait apporter en vue de l'édification d'un capital humain de qualité. Chers auditeurs et téléspectateurs, vous comprendrez que nous venons humblement jeter un regard rétrospectif et prospectif sur la pastorale universitaire. Nous voulons humblement, en tant que laïcs, être édifiés pour apporter une pierre efficace et efficiente dans l'édification d'un capital humain, avoir un vivier de qualité pour un avenir durable de notre nation ivoire. Père Noubo, nous commencerons par vous. La communauté de Saint-Albert-le-Grand, une fois de plus, vous remercie et est très curieuse de savoir les origines et les fondements de cette institution de paroisse universitaire. Merci, madame. Merci aux chers auditeurs. La pastorale universitaire est une activité de l'université qui offre aux membres de la communauté elle-même l'occasion de coordonner l'étude académique et les activités para-académiques avec les principes religieux et moraux, intégrant ainsi la vie à la foi. Elle rend concrète la mission de l'Église au sein de l'université et fait partie intégrante de son activité et de sa structure. La pastorale universitaire donc, est contemporaine à la naissance même de l'université, l'université faisant partie des activités ou de la mission même éducatrice de l'Église. Pour ce faire, l'Église doit être présente dans cette structure. On comprend que les trois structures que vous avez citées aient pensé la chose en 1994. Mais la réalité n'a pas commencé à exister en 1994. Elle est aussi vieille que la naissance de l'université elle-même. En fait, l'histoire de la paroisse universitaire coïncide avec celle d'un mouvement catholique issu de la curiosité ou même de l'initiative d'un certain Joseph qui, après avoir constaté le climat de dissociation entre la foi et l'activité universitaire, a initié un mouvement qu'il a appelé mouvement des enseignants, professeurs de l'université. Et cette initiative, pour la rendre effective, il a envoyé des courriers, des lettres à plus de 500 instituts, leur demandant de s'associer à lui pour faire vivre la foi dans le milieu universitaire. Et il a eu de répondants assez importants, si bien que son expérience a été reprise aussi du côté féminin. Les enseignantes de l'école primaire se sont aussi réunies
pour promouvoir leur foi au sein de leur activité. Cela est arrivé à un moment où le monde cherchait à dissocier la foi de la vie en prônant un certain laïcisme, pour ne pas dire laïcité, parce que c'est le point négatif que l'on pouvait noter dans ce mouvement-là. Et la foi était persécutée et les chrétiens avaient peur même de se prononcer. Le mouvement initié par ce Joseph Lot proposa de dépasser accommodement et dissociation entre le métier des croyants et leur adhésion de foi. Le bulletin qu'il a initié se donnait comme tâche de nourrir la foi des chrétiens en leur permettant d'activer leur foi au cœur de leur vie de chaque jour. L'initiative de Lot fleurit en même temps que d'autres tentatives similaires. Le bulletin amical des institutrices publiques et les Davidés, une association qui s'est donnée pour mission d'associer tous les enseignants ou toutes les enseignantes de ce secteur-là à leur activité. Les deux axes de la paroisse universitaire se mettent en place: espace de formation continue et un soutien spirituel grâce à des médiations sur un passage de l'Évangile. Donc les fiches de méditation ou bien l'organisation des retraites, l'organisation des recollections, des réflexions philosophiques, tout ce qui pourrait permettre une certaine activité concertée et commune pour permettre aux uns et aux autres de dépasser la peur qu'engendre le climat de méfiance instauré par la laïcité de toutes les structures de ce temps-là. Et l'expérience de Joseph Lot n'a pas tardé de recevoir l'adhésion du corps clérical. Donc, ils ont eu comme aumônier, premier aumônier, le père Paris, c'est comme ça qu'il s'appelle. Et puis, suite à son adhésion, nous avons eu celle du père d'Abosville en 1945. Et de cet élan, nous avons l'expérience de l'introduction de la foi à la vie de chaque jour par les chrétiens eux-mêmes. L'expérience de Joseph Lot a permis à ce petit groupe d'avoir une part importante à la grande assemblée de tout l'épiscopat du monde au Vatican II, ce que nous appelons, celle que nous appelons Concile Vatican II. Et cela a donné une impulsion à la participation active des laïcs dans la vie de l'Église. Comme textes fondamentaux, nous avons donc les documents de ce Concile Vatican II, mais qui ont aussi eu des répercussions sur la législation de l'Église. Ainsi, le Code de 1983, qui a été le reflet de l'ecclésiologie, ou bien la traduction en langage juridique de l'ecclésiologie du Concile Vatican II, met aussi l'accent sur la participation active des étudiants eux-mêmes dans l'édification, dans leur propre édification, dans leur éducation, dans les activités qu'ils mènent. Et c'est ce qui fait qu'on a l'Église a voulu qu'au sein de chaque université, il y ait tout au moins une aumônerie. Et il est demandé que chaque évêque, que les évêques prennent à cœur l'éducation des étudiants en créant même des paroisses proches des structures universitaires
pour aider les étudiants à concilier leur vie studentine avec leur vie de foi. Merci, mon père. Merci, mon père. Nous avons été édifiés sur ce point des origines et des fondements de la paroisse universitaire. De ce point, nous retenons qu'à la base, il y a quand même eu l'initiative de laïcs. Oui. C'est bien ce que nous retenons. Et nous retenons par ailleurs que cette initiative des laïcs portée par le clergé a donné naissance au sein de l'ordonnancement juridique catholique à des textes, Oui. à des codes, des articles repris dans des codes. Et du coup, la paroisse universitaire a été donc institutionnalisée au sein de notre Église, par à la base l'initiative de laïcs. Oui, la paroisse universitaire fait partie d'une certaine ouverture dans les créations de paroisses déjà reconnues par l'Église, parce qu'on dit, selon le législateur, la paroisse doit être territoriale, Oui. De façon générale. Mais il peut arriver que la paroisse soit personnelle lorsque les besoins le demandent. On peut avoir des paroisses fondées sur la base de rites, sur la base de langue, sur la base de la nationalité ou autres motifs. Et la création de la paroisse universitaire se situe dans ces autres motifs, parce que ici nous sommes dans le contexte académique. Donc ce sont ceux-là qui sont unis par ce même objectif, qui sont ceux-là qui sont réunis par l'appartenance à la vie studentine. Bien. Mon père, est-ce que pour Saint-Albert le Grand, vous pourriez nous parler d'autres expériences de paroisse universitaire en Afrique ou dans le monde? Oui, comme expérience de paroisse universitaire, il faut noter que normalement, partout où il y a une université, que ce soit une université catholique, que ce soit une université laïque, profane, il est demandé que les ordinaires de lieu, les évêques de lieu, fondent des paroisses à proximité des universités pour accompagner les étudiants dans leurs besoins spirituels. Pour cela, nous pouvons dire qu'il y a plusieurs expériences de paroisses universitaires, et même en Côte d'Ivoire, je suis en train d'apprendre qu'il y a le projet d'une paroisse universitaire à Bondoukou. D'accord. Dans le nord-est. Dans le nord-est. Ce qui veut dire que cette réalité à Bondoukou ne sera pas la même, la réalité universitaire à Bondoukou ne sera pas la même à Cocody, vu les conditions, les circonstances du temps et du lieu. Mais dans la sous-région, ou même en Afrique, nous avons aussi quelques modèles de paroisses universitaires. J'ai constaté qu'à Lubumbashi, il y a cette paroisse universitaire, c'est même aumônerie paroisse universitaire Saint-Esprit de Lubumbashi. Et leur expérience m'a plu parce qu'au cœur même de la pastorale universitaire, il y a une implication massive des jeunes, si bien que dans toutes les structures de base de cette paroisse, il y a la présence remarquable des jeunes. Et les activités ont toujours leur correspondant du côté des adultes, du côté des jeunes, dans la formation des conseils ou bien dans la formation des conseils paroissiaux, il y a une implication massive des jeunes. Donc les jeunes sont intégrés à leur propre formation, si on peut ainsi dire, pour les former déjà à se prendre en charge. Et l'objectif visé par la pastorale universitaire, c'est de donner aux étudiants eux-mêmes une formation intégrale, c'est-à-dire une formation qui tienne compte de leur être tout entier. Donc, aspect intellectuel, aspect humain, aspect social, tous les aspects qui constituent que compose leur personne. Donc, les aider à être bons chrétiens en même temps que bons citoyens. Tout à fait, bons chrétiens en même temps que bons citoyens.
Et c'est en cela que notre thème, justement, est à propos. Après votre enseignement, si je puis ainsi qualifier votre développement, ça a été pour nous, moi personnellement, un enseignement. Parce que nous voulons justement, au niveau de la paroisse universitaire, donner une pastorale universitaire intégrale. Et nous comprenons bien avec le modèle de Lumumbashi que vous venez d'exposer, qu'ils ont en termes d'organisation, une organisation qui est certes l'organisation de toute paroisse commune, mais au niveau des étudiants qui y sont, il y a un accent qui est mis sur leur appropriation, leur implication. Et le document que vous nous avez fait voir avant justement cette émission nous a édifiés. Nous avons constaté qu'au sein de la paroisse universitaire de Lumumbashi, les étudiants ont non seulement un bureau qui est allégé, un coordonnateur et son adjoint, c'est tout, c'est leur modèle. Et ensuite, ils ont leur propre chorale, leur propre CEB. Ils ont réellement investi toute la liturgie au sein de la paroisse. Ils sont une particularité, mais qui s'imbriquent de façon harmonieuse à la pastorale en général. Merci, mon père. Je vous en prie. Nous reviendrons à vous si besoin. Si. Révérend Père Hugues Quadio, Oui. vous représentez le curé de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Nous souhaiterons avoir, mais surtout les téléspectateurs et auditeurs, l'existant. En ce moment, qu'est-ce qui est fait en termes de pastoral universitaire? Quel regard vous donnez à ce que vous savez de ce qui a été fait et en ce moment, qu'est-ce qui est fait? D'accord. Merci encore, Madame Kakou. La pastorale universitaire à Saint-Albert-le-Grand, j'allais dire qu'elle est en train d'émerger. Parce que malheureusement, une des grâces de l'Église catholique qui peut être aussi sa faiblesse, c'est ce qu'on appelle la tradition, donc la transmission. Et il y a eu un vide avec la crise, surtout de 2010-2011, et la réfection des cités qui ont pris assez de temps. Et donc, nous sommes en train de remettre en place les structures et les activités qui existaient avant. Vous savez que depuis le père Ibowa Maurice de Vénérée Mémoire, qui était le premier curé, qui avait vraiment donné un dynamisme à cette paroisse, surtout par l'engagement des étudiants. Ils avaient vraiment les prières, les centres, puisque c'était d'abord le centre catholique des étudiants d'Abidjan, avant de devenir la communauté catholique des étudiants d'Abidjan, parce que justement, c'était le lieu où les étudiants d'Abidjan catholiques venaient se réunir pour leurs différentes rencontres, pour la formation catéchétique, mais aussi pour des temps de formation spirituelle, intellectuelle, philosophique et théologique. Mais avec la crise, comme je l'ai dit, de 2010, tout était resté en berne. Et là, depuis donc avec le père Diaya, d'abord le père Abonga, le père Diaya, et maintenant le père Boui, nous sommes en train de faire renaître ce qui avait été avant 2010. Et donc, c'est quand même un peu difficile, mais comme on le dit, nous avons plusieurs communautés. En fait, la pastorale universitaire, en plus de la pastorale paroissiale, nous avons aussi l'animation des différentes communautés. La communauté du campus de Cocody, la communauté du campus de Mermoz, la Cité Rouge, la Riviera 2, l'université Nangua Bourgois et certaines grandes écoles comme Pigé, ITS, locaux que nous animons surtout. Et donc, on accompagne ces différents groupes de prière qui sont comme des CEB, des communautés catholiques, que justement, l'initiative est d'abord pour eux, parce que c'est eux-mêmes qui mettent en place leur communauté, leur groupe de prière, mais ils sollicitent les pères pour la formation, pour la liturgie, pour la catéchèse, l'accompagnement catéchétique. Et on est obligé d'organiser la paroisse. Par exemple, nous avons la catéchèse pratiquement tous les jours. Il suffit d'avoir 2 ou 3 étudiants disponibles. Selon le programme de l'étudiant, ces animateurs-là se rendent disponibles pour pouvoir prendre 2 ou 3 personnes, 1 heure de temps pour suivre. Donc, cette pastorale-là, elle est, j'allais dire, la pastorale ordinaire. Maintenant, il y a à
pousser à l'engagement des étudiants, puisqu'ils se sont habitués à ne plus avoir pendant 2 ou 3 ans la pastorale universitaire. Et donc, ils se sont habitués à être soit dans leur paroisse. Et donc, il faut redémarrer, par exemple, la chorale, redémarrer les groupes de prière dans les différentes facultés. Pour le moment, je crois que c'est physique, chimie, la faculté scientifique qui continue leur rencontre ordinaire. Mais avant, il y avait la faculté de droit, il y avait la faculté de littérature, de littéraire, langue, et tout, qui avaient leur propre rencontre en plus des rencontres des cités. Et ça ne fonctionne plus. Nous sommes en train de travailler maintenant pour réveiller cela. Donc, ce qui c'est vraiment ces différents groupes-là que nous essayons d'animer dans la catéchèse, dans la formation, les sacrements. Donc, voilà un peu ce que je peux dire de ce qui est actuellement. Merci, mon père. C'est, si je ne m'abuse, une remobilisation parce que vous avez une organisation institutionnelle qui existe. Il y a un bureau, il y a des sections par faculté ou par campus universitaire. Quels sont les défis pour cette mobilisation, pour susciter l'adhésion à nouveau des étudiants dans ce contexte que nous connaissons de l'évacuation des chambres, des cités universitaires? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va falloir adopter une stratégie tout autre que comme on le fait traditionnellement, d'appeler à l'engagement à travers les structures qui existent, notamment la communauté, le bureau de la communauté? D'abord, là, nous sommes en train de faire un recensement. Il faut savoir que la CCA, Communauté catholique des étudiants d'Abidjan, est en lien avec la grande structure de l'Église qui gère les étudiants Pax Romana. Et donc, MIEC, Pax Romana. Oui. Donc, c'est le grand ensemble. Et eux, ils nous ont demandé d'abord, ils veulent savoir le nombre d'étudiants. D'accord. Parce que la première chose, c'est de comprendre que la pastorale, le père l'a dit, Stanislas, c'est que nous sommes une paroisse territoriale, mais surtout personnelle. Notre pastorale est orientée sur tous les étudiants. Et donc, on veut les étudiants catholiques, pas seulement ceux qui viennent sur la paroisse, mais tous ceux qui sont étudiants catholiques doivent s'enregistrer. Ça, c'est la première des choses. Parce que pour pouvoir vous suivre, pour pouvoir vous accompagner, il faut qu'on sache où vous êtes, qui vous êtes. D'accord. Et tout. Ça, c'est la première chose, la motivation. Deuxième chose, c'est vraiment que les étudiants eux-mêmes, actuellement, on dit c'est les jeunes qui évangélisent les jeunes, c'est les étudiants qui évangélisent les étudiants. Que les étudiants eux-mêmes prennent à bras le corps cette mission parce qu'ils ont une spécificité. Si on reste en tant qu'étudiant, mais en paroisse, eh bien, vous allez être accompagnés comme tous les jeunes, alors que vous avez vos propres défis, vos propres engagements. Alors, il est toujours bon de vous rapprocher de la pastorale universitaire, et cela par d'autres étudiants. Il faut que l'étudiant lui-même se sente missionnaire. Et quand je parlais de la catéchèse, c'est des jeunes étudiants qui donnent la catéchèse aux autres jeunes. Donc, pour nous, c'est vraiment ce défi-là. Un autre problème, c'est le manque d'infrastructures. Lesquels, précisément? Les bâtiments. Là, je prends l'exemple, il y a 2 semaines, ils étaient en composition. Il y avait, et je taquinais les jeunes filles parce que je dis, mais où sont les hommes? Parce que c'était que des filles qui étaient en train de, c'était en droit, elles étaient en droit. Elles toutes étaient dans le gazon, en train d'étudier parce que déjà, le nombre d'apatam qu'on a était déjà rempli. Donc, elles étaient assises là, même le sol, en train de bosser, parce qu'on n'a pas de lieu. Il faut savoir que la paroisse universitaire, elle est ouverte. On ne demande pas est-ce que tu es catholique ou pas. Donc, on a des musulmans, on a des trucs. Chacun vient, ils occupent l'espace qu'on a pu faire, qui est quand même assez commode pour le moment, mais qui est insuffisant. D'accord. Donc on a besoin effectivement de structure. Un des projets phares justement du père curé est de faire une médiathèque, c'est-à-dire un bâtiment qui va contenir plusieurs salles
pour permettre aux étudiants qui veulent étudier de venir. Parce que là, on est jusqu'à 21h, ils viennent pour étudier. À 6h, pendant qu'on est en train de faire la messe, les gens sont en train déjà de bosser. Mais c'est parce qu'on a déjà ces appartements-là. On a environ 8 appartements où ils peuvent s'asseoir pour bosser, mais c'est pas suffisant. On a vraiment besoin au moins de multiplier par 3 ou 4 cette capacité d'accueil. Voilà un peu pour moi. Un des défis, c'est non seulement de pouvoir mobiliser les jeunes pour qu'eux-mêmes déjà se rendent disponibles pour leurs frères en tant qu'étudiants, mais qu'on ait un cadre pour les accueillir. Parce que bon, on est en train d'enregistrer et quand ils vont maintenant s'engager, où on les met? Si on ne termine pas, si on n'a pas de cette médiathèque ou cet espace, ce bâtiment pour pouvoir les accueillir. Donc, c'est de travailler ensemble. Merci, mon père. Vous avez parlé d'identifier les étudiants, de les dénombrer, afin de pouvoir savoir où ils sont, qui ils sont, où ils sont. Il y a une expertise particulière en ce domaine, c'est la collecte, c'est les enquêtes. Et justement, monsieur le directeur général de l'NCA, Hugues Quadio, est expert en ce domaine de la collecte. Mais aujourd'hui, comme laïc engagé, nous voulons avoir sa vision sur les défis que représente la pastorale universitaire dans le monde académique qui est fortement marqué par la laïcité. Monsieur le directeur général. Okay, merci beaucoup. Merci pour l'invitation et pour l'opportunité que vous me donnez de pouvoir contribuer à la société, à l'édification de cette paroisse universitaire aux côtés d'éminents prêtres. C'est un sujet important et donc, comme il a été déjà précisé, la formation de tout homme, la formation de chrétien doit être intégrale et les étudiants doivent être aussi acteurs de leur propre formation. Donc la formation qui passe aussi bien par la formation intellectuelle, donc être spécialiste dans son domaine, être le meilleur dans son domaine, mais aussi qui passe par la formation humaine de manière générale, pour savoir aussi être un bon citoyen. On dit un élément essentiel, c'est comme on le dit habituellement, on est ce qu'on est, on est l'unité de vie. Ça, c'est un point important qui est tout le temps souligné un peu partout. On ne dit pas à un moment on est chrétien et il y a un autre moment on n'est pas chrétien. On est chrétien là où on est chrétien là où on travaille. On fait le travail comme il faut, on étudie comme il faut et cela se repose sur des éléments fondamentaux qui sont donc les vertus qu'on développe. Et la paroisse universitaire, et un peu comme le père l'a précisé tout à l'heure, c'est le lieu de pouvoir donc se développer, se construire. C'est le lieu de pouvoir donc mûrir, d'avoir une colonne vertébrale en tant que chrétien pour la transformation de la société de l'intérieur. Donc il a été évoqué la question de la laïcité. On peut toujours revenir, mais on reste c'est qu'on reste on reste vrai et on reste avec ce que on a, avec ce qu'on a appris, avec l'édification que nous avons. Et donc j'ai été très bien content quand on a évoqué la question de être un acteur actif de son édification. Donc ça signifie, comme je le disais, chacun doit participer de manière active. On a là des prêtres qui ont pensé, qui disent ok, c'est la paroisse personnelle. Par rapport à la paroisse personnelle, on a des projets à développer. Il y a aussi les autres laïcs, je suppose les paroissiens de Saint-Abel de Grand, mais il y a aussi des étudiants eux-mêmes dans ce cadre qui doivent pouvoir donc participer à la vie de la communauté, à construire cette communauté. Donc le père Quadio a évoqué la question du recensement de tous les étudiants. Pas seulement les étudiants qui sont sur la paroisse qui sont à Cocody, mais toutes sortes d'étudiants. Je pense qu'il y a des initiatives qui peuvent venir donc de ces étudiants dans ce cadre-là.
nous avons certaine expertise, mais aussi c'est répandu ailleurs, à travers, je peux donner des exemples de certains des étudiants qui utilisent donc toute la technologie existante pour donc recenser, voilà. Donc c'est mobiliser, par exemple, tout ce qui est donc technologie. En ce mois-là, ne serait-ce qu'un petit formulaire qu'on va pouvoir donc renseigner, ça peut tout de suite nous donner, ne serait-ce que par établissement, le nombre donc d'étudiants qui sont soit catholiques selon le critère ou pas du tout catholiques, qui se rapprochent aussi de la foi chrétienne, qui ont envie de contribuer, parce que ça a été évoqué tout à l'heure, la formation, j'ai eu la particularité d'être baptisé, à l'époque c'était CCEA. Oui. Vous êtes donc là à juste titre. Voilà, j'étais baptisé là-bas. Quand il évoquait les questions d'apatam et autres et tout, je voyais à peu près comment est-ce que on était donc sur on va dire la paroisse, en tout cas sur ce lieu, et comment est-ce que on créait des amitiés entre nous, comment est-ce que on vivait donc ensemble. Je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir peut-être donc réunir, qu'il va falloir reconstruire avec l'aide des uns des autres, mais surtout en commençant aussi par donc les étudiants, parce que quand ces étudiants eux-mêmes vont s'organiser et vont se mobiliser face à cette mobilisation, face à cette organisation, c'est sûr que les autres vont apporter donc leur contribution. Aussi bien les autres laïcs, les dévanciers, les anciens, que aussi donc un ensemble de communautés ou les congrégations dont il a parlé donc tout à l'heure. Donc en termes d'action, il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites dans ce sens. Merci, Monsieur le Directeur Général. Après ce premier tour de prise de parole, je souhaiterais qu'on table maintenant, qu'on développe plus précisément sur les contributions en termes d'apport, j'allais dire, compartimenté que la paroisse pourrait donc offrir aux étudiants. Alors, on pose notre regard du côté de la paroisse. C'est vrai que les étudiants ont leur part à jouer, mais on se pose du côté de la paroisse. On a vu l'organisation de Lumumbashi. Moi, ce que je retiens, c'est beaucoup de moyens, mais c'est avant tout une vision. Monsieur le Directeur Général, on sait qu'en matière de développement, Monsieur l'abbé, le révérend père, on sait qu'en matière de développement ou d'organisation, il faut avoir d'abord une vision. Oui. Aujourd'hui, Saint-Albert-le-Grand a 25 ans. 25 ans, c'est l'âge plus que de la majorité, mais c'est aussi surtout l'âge de l'autonomie. Et en termes d'autonomie, il y a l'autonomie financière, il y a l'autonomie de pouvoir soi-même s'autodéterminer. Et donc, Saint-Albert-le-Grand, c'est une question, n'a-t-elle pas besoin de décliner une vision temporelle, suivie d'un plan, pour ne pas forcément utiliser des termes techniques ou hermétiques, mais je pense pour ma part qu'il faudrait que la paroisse, animée par ses laïcs et dirigée par le clergé, ait une vision qui soit très bien libellée et définie. Je vais passer la parole au père Hugues Quadio. Effectivement, je pense que la vision, elle est en train de se forger au fur et à mesure. C'est vrai qu'on est dans le jubilé, mais la vision qu'on a de la paroisse et de la pastorale qui doit être mise en place a besoin de se peaufiner et de s'éclairer. Quand on parle, par exemple, on a parlé de la vidéothèque, c'est parce que c'est déjà une vision qui fait on se lève pas comme ça pour dire. On a une vision de cette pastorale universitaire qui doit être intégrale. Quand on dit vidéothèque ou bien médiathèque, ou bien parce que justement, on a besoin que les étudiants se retrouvent. Ça, c'était un premier point. Mais cette médiathèque n'est pas le seul objectif. L'objectif pour nous, c'est une prise en charge intégrale de l'étudiant. D'accord. C'est-à-dire qu'ils comprennent que l'Église a souci de son bien-être à tous les niveaux, que ce soit spirituel, que ce soit
intellectuelle, mais même professionnelle. On a un peu Oui. parlé de ça, mais effectivement, parce que l'étudiant qui se dit, bon, je prie, je bosse, mais je ferai quoi après? Mais si on a, par exemple, les anciens, des trucs, on a voulu justement organiser tout ça pour que les jeunes voient que ceux qui étaient engagés à la CCEA il y a 10, 15 ans, 25 ans, sont ceux maintenant qui ont des postes de responsabilité. Donc, leur engagement chrétien n'a pas été un obstacle à leur épanouissement professionnel, ni à un obstacle par rapport à leur vie familiale. Ils ont été enrichis. Parce que c'est tout ça qui va permettre aux jeunes de s'engager, c'est de voir que ce qu'il est en train de faire contribue à ce niveau-là, à son épanouissement complet. Pas seulement qu'il a besoin de la spiritualité, et ok, il a besoin de la spiritualité, mais il a besoin aussi qu'il puisse être pris en charge, il puisse être coaché, il puisse être motivé pour pouvoir relever les défis d'une société. Depuis, on parle justement, on veut des bons chrétiens et des bons citoyens. Moi, j'ai été dans une école, j'ai fait le lycée dans une école salésienne, c'était le slogan de Don Bosco, de bons chrétiens et de bons citoyens. Et je pense que c'est le slogan de toute pastorale universitaire, c'est d'aider les jeunes. Mais cette vision-là, on ne peut pas la faire juste là. On est obligé de regarder, de s'adapter même à la réalité du pays. Oui. Là, on n'a plus d'étudiants, pratiquement 60% de nos étudiants ont été vidés des cités. Oui. Il faut qu'on adapte tout notre pastoral. Je parlais des différentes cités, mais est-ce qu'on pourra faire le carême, le chemin de croix, la sonde dans les différentes cités s'il n'y a pas une communauté pour nous accueillir pour le faire? On ne va pas forcer. Donc, il y a des questions qui sont en train de naître qui font que la vision, pour le moment, on est plus dans le pratique, ce qui est là maintenant, comment gérer la conjecture présente avant de penser à se projeter dans le futur. Merci, mon père. Au titre de la vision, j'insiste là-dessus parce que c'est une vision, à partir d'une vision qu'on arrive à convaincre les personnes de suivre. Et les personnes, en sachant là où on va, ce qu'on veut faire de cette pastorale universitaire, que ce soit personne physique ou morale, on a beaucoup plus de chances de réunir autour de la vision les forces vives, comme l'Église le demande. Père Stanislas, quelles recommandations en termes de contribution vous pourriez faire à Saint-Albert-le-Grand? Merci, madame. La tâche de la pastorale universitaire, je disais tout à l'heure que c'est l'éducation complète, intégrale. Oui. Mais l'Église ne peut pas accomplir cette tâche-là sans la contribution des autres. Donc, ce qui veut dire que l'éducation est plus que jamais une œuvre commune qui doit mobiliser en sa faveur toutes les forces vivantes de la grande communauté des hommes. Et quand je dis des hommes, nous n'allons pas seulement nous limiter à la communauté chrétienne, parce que nous sommes dans une société et en réalité, ce ne sont pas seulement que des catholiques, même des chrétiens qui bénéficient de la pastorale universitaire. C'est toute la communauté universitaire, qu'on soit chrétien, musulman, animiste, toutes catégories confondues. Ce qui veut dire que l'Église doit se projeter. Mais quand je parle de se projeter, l'Église doit appeler le concours de tout le monde. Et je suis heureux que monsieur soit là, comme il est spécialiste des projets. Oui. Pourquoi pas? Il peut nous aider à faire des projets parce qu'il y a des structures qui sont prêtes aujourd'hui à aider pour la formation. Il est dans le domaine, il peut nous orienter sur de bons chemins, de bons projets. Merci, mon père. La transition est toute trouvée pour passer la parole à M. Kouadio. Oui, en tout cas, merci beaucoup, Père Stanislas. J'apprécie très bien donc l'ensemble des efforts qui sont faits et l'idée surtout quand j'entends tout ça, je suis très bien l'idée surtout
la formation intégrale. Je me permets de pouvoir peut-être ramener un peu à l'ENCA, l'institution que je dirige. J'ai dit toujours à mes étudiants que nous faisons le RAP, qui tient en 3 lettres. R-A-P, rêve, audace, passion. Donc rêve, il faut rêver grand, d'accord? Et avoir l'audace pour pouvoir dépasser tout ce qu'on pourrait penser comme obstacle, parce que aussi, et enfin, rien de grand dans le monde ne s'est réalisé sans passion. Et je le disais aussi que on doit pouvoir construire sur une colonne vertébrale, s'appuyer sur un ensemble de vertus. Il y a la question de la patience. La patience est un élément important pour pouvoir donc prendre le temps de réfléchir à ce qu'on va faire, ne pas se laisser happer par donc des publicités, avoir une formation de telle sorte que finalement on arrive à prendre des décisions donc adéquates pour notre bien. Parce que en tant que chrétiens, nous allons édifier donc la société. Nous allons donc avoir un impact aussi sur la construction de la société. Je revenais sur ce point-là, c'est important. C'est pas une question. Il faut toujours garder l'idée de l'unité de vie et donc être comme on l'est un peu partout. Et cela suppose aussi avoir une bonne formation vraiment de base. Alors, vous avez dit tout à l'heure, ça doit reporter sur une vision, et c'est tout à fait très clair. Et cette vision, comme on le dit, bâtir une société à l'ère du temps et aussi point de vue éternel. Donc l'ère du temps, c'est un point que je pense aussi important, c'est de dire, ok, comment on peut profiter de l'évolution de la société, des changements technologiques. Le père Kouadio l'évoquait tout à l'heure. Est-ce qu'on va continuer à réunir tout le monde sur un même lieu? Imaginez-vous, Saint-Abel-le-Grand est à côté de l'université Félix Houphouët-Boigny, il y a aussi l'ENCA qui est à côté. Supposons qu'on ait seulement 10% donc d'étudiants, simplement un catholique, 10%, même ça fera environ 7000. Est-ce qu'on est capable de réunir 7000 personnes dans ce lieu? Donc, il faut réfléchir autrement. Comment accueillir donc les étudiants, comment aussi s'organiser autrement, comment profiter de la technologie comme un instrument pour donc atteindre, enseigner, bâtir des individus, bâtir une société solide, puisque comme le père Stanislas l'a si bien précisé, il ne s'agit pas seulement d'avoir, on va dire peut-être possible seulement des étudiants catholiques, c'est déjà très bien, mais aussi de manière générale parce qu'on a besoin d'une société forte, une société bien formée, une société qui a la conscience, une société qui donc contribue au bien des hommes et de toute la communauté aussi. Donc vraiment, j'insiste, il faut peut-être réfléchir autrement. Et je reviens sur cette idée de départ. Les jeunes eux-mêmes, les chrétiens eux-mêmes ont certainement leur mot à dire. Comment construire cette paroisse donc universitaire personnelle? Comment s'y retrouver? Comment ainsi de suite. Donc, c'est vrai qu'il y a cette vision, il y a ces idées, avec dans le cas du jubilé qu'on va retracer. Moi, je recommande, et puis certainement que vous l'avez déjà fait, de peut-être sonder les jeunes, organiser des idées de hackathon qui vont venir réfléchir comment on va construire, quelle est leur vision de la paroisse universitaire, comment on peut avoir une paroisse universitaire qui répond donc à ces missions qui lui sont donc assignées. En tout cas, pour notre part, en tant que citoyen, en tant que personne qui souhaitons avoir une société bien construite, bien bâtie, aussi en tant que chrétien, nous allons faire ce qu'il y a à faire. S'il s'agit de pouvoir donc donner l'ensemble des conseils, bien donner des avis, contribuer de manière donc physique, c'est tout à fait possible. Je donnais l'exemple d'une de mes collègues qui est catéchiste. Faites votre programme, dites-lui ce qu'il y a à faire, mais son heure de catéchisme, il ne faut pas y toucher. Bon, ça c'est aussi une autre forme de contribution. C'est tout à fait possible. Construisons, appuyons-nous sur la technologie, réfléchissons donc autrement. C'est bon d'avoir le lieu,
physiques, mais aussi on peut avoir aussi des lieux virtuels Virtuel. pour donc la formation de ces personnes. Après, ce sera aussi une organisation en interne, parce que c'est tout à fait possible d'avoir ce lieu qui va faire voir tourner 1000 personnes. C'est ce que nous appelons aussi, on utilise comment gérer le grand nombre. Donc, en tant que statisticien, c'est quelque chose que nous faisons très souvent, comment gérer aussi le grand nombre, donc, et comment aussi entretenir donc les lieux, de telle sorte que finalement, ce n'est pas forcément peut-être tout en virtuel, mais aussi des fois qu'on puisse donc se retrouver, avoir ces grands rassemblements. Moi, je pense que c'est tout à fait possible. C'est bâtir, profiter certainement de cet intermède, de ces petits moments où c'est trouvé que on n'a pas forcément tout le monde sur place, et puis donc construire autrement, penser autrement cette paroisse universitaire. Il y aura les locaux, il y aura cette bibliothèque virtuelle, il y aura ces centres où les jeunes vont se retrouver, ils auront la formation peut-être technique, ils auront les formations humaines, ils auront la formation religieuse, ils auront tout sur place, et puis voilà. Mais aussi, bon, utiliser la technologie aussi en ligne, mais j'insiste sur un point, et je pense que c'est important parce que le père a évoqué le fait qu'il y a des dénonciers qui ont certainement sont à des postes de responsabilité. J'ai pu aussi écouter dans certaines paroisses le fait, oui, mais pourquoi est-ce que vous ne donnez pas la place à des jeunes, peut-être catholiques, qui souhaitent aussi avoir des postes? D'abord, la compétence. De toute façon, quand tu es, comme on dit, un bon chrétien, c'est compétent. Un bon chrétien compétent, un bon chrétien bien formé. Quand vous êtes compétent, on est plus à l'aise de pouvoir donc vous choisir. Et donc, il y a ce fameux discours que je pense qu'il faut tenir donc à cette jeunesse de manière générale. Se former, bien se former. Et bien sûr, reposer aussi sur un ensemble de vertus et de valeurs. Parce que entre deux personnes qui ont une bonne connaissance technique, quelqu'un qui aussi repose sur des valeurs, qui a une colonne vertébrale importante sur donc des valeurs, mais bien sûr, on va prendre cette personne dans la société. Et d'ailleurs, la paroisse donc catholique, les expériences, pour ce que je connais, toutes ces personnes qui ont eu ces formations intégrales-là sont des bonnes personnes dans la société. Voilà. Après, on pourrait poser la question du perfectionnisme. Ben, écoutez, le perfectionnisme, il faut pouvoir donc se départir de ça, qui n'existe peut-être pas, mais comme le dit, ils pourront citer bien les versets de la Bible. De toute façon, c'est aussi vrai dans la société de manière générale. Si on trébuche, le plus important, c'est pouvoir donc se relever et donc recommencer, se remettre dans le travail, à la tâche, et au fur et à mesure, on se perfectionne, on s'améliore, on recherche à être saint. On a un modèle de Jésus-Christ, qui a été aussi donc artisan travailleur, qui a été tout à ce qu'il fait, et qui a vécu dans sa communauté, qui a vécu dans une famille. Bon, voilà, c'est un peu tous ces éléments-là que je pense que la paroisse universitaire est capable de pouvoir donc donner. Merci, Monsieur le Directeur Général. Sur la question donc du penser autrement pour le développement intégral des étudiants et permettez-moi de mettre les notes, organiser les jeunes pour réfléchir sur leur propre place, leur propre contribution au niveau de la paroisse. Je voudrais passer la parole à l'abbé Mbo Stanislas. Merci, madame. Quand on parlait tout à l'heure de la prise en charge des étudiants intégrale, je me suis dit, on ne peut pas tout faire. On ne peut pas prendre entièrement l'étudiant en charge. Mais ce qu'on peut faire, c'est d'aider l'étudiant même à se prendre en charge. Donc, éduquer à l'auto-prise en charge. Le père en parlant tout à l'heure a parlé de l'autoprise en charge. Éduquer à l'autoprise en charge. On peut offrir toutes les structures.
Si la personne n'est pas motivée, elle n'en profitera pas. Bien. Donc, former, éduquer la conscience, éduquer l'être, éduquer la personne. Et je pense que le mot d'ordre de Joseph Lott que j'ai évoqué tout à l'heure, c'est « Je suis meilleur parce que je suis chrétien, parce que je suis catholique ». En parlant justement de Joseph Lott, ce que nous voulons retenir aussi comme enseignement au cours de ce débat, c'est l'engagement. L'engagement des laïcs, ouais, qui permet justement au clergé, au clergé, je ne voudrais pas dire à l'Église, au clergé, de pouvoir institutionnaliser, mettre sous forme appropriée cet engagement des laïcs. Joseph Lott, il était laïque. Il était laïque Et converti. il était laïque, engagé comme nous. Et sans vouloir se donner un satisfait à monsieur le directeur général, aujourd'hui, nous sommes à la recherche de contributions, diverses. Et cette conférence-là, c'est une contribution de la matière grise qui est l'essentiel pour construire. Après, les moyens matériels ne font que suivre la direction que la vision, que les orientations ont donné. C'est en cela que, au titre d'organiser les jeunes pour réfléchir dans une paroisse qui est pratiquement désertée, à cause de différentes contraintes, monsieur le directeur général, est-ce que vous avez des solutions concrètes? Ok, mais oui, il y a beaucoup de solutions. Je pense pas que la paroisse soit complètement désertée. Le père l'a dit tout à l'heure. Pendant les révisions d'une composition à l'université, il n'y avait même plus de place dans la cour. Donc ça signifie que... En termes de dynamisme, en termes de pastoral universitaire... Oui, ce que je veux dire, je veux dire qu'il y a des personnes qui sont là. Il y a des piliers sur lesquels on peut donc s'appuyer. Derrière une personne, il y a une autre personne. C'est un peu comme les questions des réseaux des neurones. Je vais utiliser un terme technique, réseau des neurones. Une communauté, une autre, et ensuite, donc, former des boucles. Et donc, en termes de boules de neige, ainsi de suite, on pourra avoir vraiment presque tout le monde. Justement, à partir d'un noyau. À partir d'un noyau. Et ce noyau-là, comment est-ce qu'on le capte? Comment est-ce qu'on l'intéresse? Est-ce que justement, pour former ce noyau, nous n'avons pas besoin de profil? Vous avez parlé de vertu, vous avez parlé de compétences. Est-ce que c'est pas là l'un des points majeurs pour avoir une communauté étudiante dynamique? Bon, en fait, on a déjà le noyau. On a le noyau parce qu'on a ce qu'on appelle la CCEA. D'accord. Qui est dirigé entièrement par les étudiants. Justement, mon père, c'est la critique maintenant de ce noyau que nous sommes en train de faire. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est justement que comment est-ce que nous nous mettons en vis-à-vis de ce noyau? Parce que, bon, nous, on est en train de travailler, ils viennent d'arriver, ils n'ont pas encore un an d'exercice. Oui. Voilà, donc c'est un redémarrage parce que c'était des bureaux provisoires depuis que moi je suis arrivé, c'était des bureaux provisoires. Et donc maintenant, ils ont fait des élections, ils ont mobilisé pendant près de 3 à 4 mois à circuler sur les différentes cités pour pouvoir faire cette élection-là. Oui. On a maintenant ce noyau qui nous propose des choses. La question justement pour nous, c'est comment est-ce que nous intégrons cela? Parce que ils ont leurs idées. C'est vrai on est tombé en plein jubilé en même temps, mais ils ont leurs idées. Comment est-ce qu'on accompagne leurs idées? Comment est-ce que Monsieur Quadio parlait justement d'utiliser la technologie. Ils ont fait, le recensement s'est fait par Google Form. Google Form. Donc, on met sur les réseaux, les étudiants sont en train de s'inscrire. On fait des vidéos, quand on essaie de vulgariser, c'est-à-dire qu'on balance dans les différents groupes d'étudiants pour que les autres puissent s'inscrire sur les différentes bases. Donc, on a cette vision-là. Ils sont en train de recenser tout en étant en train de mettre en place la vision. Mais cette vision ne pourra se faire que, comme on l'a dit, par la contribution de tous. Qu'est-ce qu'ils voient dans la pastorale? Les étudiants
Nous avons un bureau, un conseil pour les affaires économiques, un truc. On a un représentant. C'est vrai que c'est tout, mais je vais dire que pour le moment, moi personnellement, quand je regarde, quand on était étudiant, est-ce que on est vraiment à l'écoute de ce qu'ils sont en train de faire là-bas, ou bien c'est juste une pastorale à côté de nous? D'accord, mon père. Moi, en tant que laïque, je m'intéresse beaucoup au renforcement de capacités de ces étudiants. C'est ça. À mon sens, hein, à mon humble avis, la paroisse universitaire, nous les laïcs, le clergé, devrait mettre l'accent sur la formation, sur des thématiques précises quand on met en place un tel organe, c'est-à-dire le bureau qui va donc mobiliser, qui va impulser la pastorale universitaire. Il faut des compétences spécifiques pour mobiliser, pour diriger. Je ne sais pas si je peux dire quelque chose Bien sûr. de ce côté-là. Alors, ça vient de la construction, d'accord? Si on se ramène un peu dans la Bible, on peut regarder comment est-ce que Jésus a fait de Pierre un pêcheur d'hommes. C'est ça. Oui. Donc, lui, il savait pêcher seulement que des poissons. Et donc, vous vous souvenez, le fameux Duc Naltum. Avant son large. Avant son large. C'est tout à fait possible de prendre des gens et de les transformer. Voilà. Donc, en tant qu'éducateur, on peut identifier des gens qui ont un potentiel. Parce que si on veut tout de suite avoir la pierre rare, bon, c'est difficile, on ne pourra pas trouver. Absolument. Donc déjà, à partir de l'engagement que nous identifions, on va donc sérier des compétences que ces personnes doivent avoir, et puis ensuite on va construire une formation tout autour. Donc des formations basiques, déjà formation humaine. Moi j'insiste beaucoup. C'est les vertus colonne vertébrale. C'est petit à petit, c'est 2-3 formations humaines, c'est un élément important. À partir de là, ben écoutez, vous voulez une formation en mobilisation, ok. Oui. On fait une formation donc en mobilisation. Vous savez comment mobiliser, comment parler donc en public. Bon, quand je parle, si je vous donne l'exemple de l'UNCA, nous disons toujours que les associations au sein de l'école font partie intégrante de ce qui fait que c'est ce qui constitue donc il y a la formation technique, mais la société. La vie associative est vraiment importante. Oui. Par exemple, le club de débat et de réflexion, le sport, c'est important, le club journal pour écrire, un English club. Donc, c'est tous ces éléments mis ensemble, on pourra identifier ceux qui se dégagent et qui vont prendre des devants. Et ensuite, il y a des leaders naturels. Il y a les encadreurs que nous sommes, on peut identifier les leaders naturels, les accompagner, les aider et ensuite, ils pourront donc mobiliser. Mais il y a aussi un point que je pense important, il faut les accompagner. Il faut les accompagner, donc c'est tout le monde qui va les accompagner. Voilà. C'est ça. Il y a ça, mais attention aussi, c'est que il y a des besoins primaires, il y a des besoins tout à fait. minimum. Nous en venons. Voilà. Nous en venons justement, mais c'est pour aller dans le sens, parce que la difficulté pour nous, c'est que si on n'accompagne pas, moi par exemple, nous on est au cœur de la pastorale. Oui. Et le bureau de la CCA est là. Ils sont présents en train de bosser sur des choses jusqu'à 22 heures. Ils viennent, ils exposent. Je prends un exemple. On va faire telle chose. Et si on faisait ça? Et puis on vous dit, non, attendez. Première chose. Donc, ils sont pas motivés. Deuxième, ils travaillent encore jusqu'à 22 heures sur plusieurs jours. Au moment où il faut qu'ils sentent que la pastorale les suit, les accompagne, bien, on va retourner. Moi, c'est ce que parfois je disais même quand on était avec les membres du conseil. Faites attention. Parce que les jeunes se sont motivés au début, surtout après les élections. Ils ont circulé partout. Oui. Ils viennent, si on ne les accompagne pas, on va retourner au même système où ils vont faire juste l'essentiel, c'est de préparer le pèlerinage étudiant. Et puis c'est fini. Les autres activités, on ne les aura pas parce qu'au moment où ils venaient de faire quelque chose de nouveau, où tous étaient bien en truc. Donc l'accompagnement, comme il a dit, je pense que ça devient pour nous le deuxième point parce que déterminer qui sont les leaders, les élections nous ont permis de voir, parce qu'il y a d'autres qui ont abandonné, d'autres qui ont... C'est ceux qui ont su rassembler des gens, qui ont... Donc on a vu déjà un peu ceux qui pouvaient. Mais maintenant, comment les accompagner réellement? Le pape aimait dire qu'on a tendance, nous, à prendre ce qui nous intéresserait, nous, pour dire que c'est ce qui intéresse les jeunes. Alors que c'est pas forcément ça.
qu'est-ce que vous voulez, pas ce que nous voulons. Mais pour cela, nous, on va vous accompagner. Donc, c'est vraiment aussi, pour moi, la deuxième étape, et j'ai beaucoup aimé la passion. Ouais. Actuellement, il faut décerner ceux qui sont passionnés par la pastorale des étudiants, que ce soit les étudiants, que ce soit les laïcs, ceux qui travaillent, qui sont ceux qui sont passionnés, parce que c'est une pastorale qui prend et qui demande. D'accord. Donc, si on n'est pas passionné, eh bien, on va rentrer dans la routine et on va encore ramer, comme on dit. Ce que vous dites, mon père, est très intéressant parce que là, nous sommes justement réunis pour Saint-Albert-le-Grand. C'est ça. Et c'est un point majeur. Nous sommes du point de vue de nous laïcs, des prêtres, pour apporter une contribution aux étudiants. C'est ça. Et il ne faut donc pas les décourager. Il faut donc avoir, nous, une vision et un plan d'action. C'est ça. Il faut peut-être que nous aussi, nous puissions avoir cette empathie et puissions connaître les codes de communication de cette génération qui n'est pas la nôtre. Moi, je C'est clair. Je note très précisément concernant Saint-Albert-le-Grand qu'il faut ce que nous nous appelions dans le cadre de notre engagement citoyen une boîte à outils. Ne pas mettre forcément des barrières à l'entrée. J'ai bien noté, le père et ainsi que monsieur Quadio, le directeur général, l'ont dit, c'est l'engagement. Du moment où nous avons à Saint-Albert-le-Grand effectivement des jeunes très engagés qui ont du répondant, il faudrait maintenant que les laïcs, à l'image de Joseph Lotte, peut-être déterminent une boîte à outils. Le DG l'a dit, il a institué dans son établissement, qui est un pôle d'excellence, des clubs à thématique. Ce serait pas dévoyer la pastorale universitaire que de répliquer cela sur ce beau modèle-là sur la paroisse pour pouvoir accompagner les jeunes. Donc, pour moi, le premier élément qu'il faut donner à ces jeunes-là, c'est réellement une boîte à outils à partir d'un plan de formation, de renforcement de capacité, tant sur les vertus, les questions de vertus, les questions les questions techniques. Donc, comment diriger une réunion, comment poser une vision, comment faire un plan d'action et s'y tenir, comment mobiliser des ressources financières auprès des bailleurs. Parce que ces jeunes trouvent une oreille très attentive auprès des bailleurs de fonds lorsqu'ils sont déterminés. C'est de leur cause qu'ils viennent eux-mêmes parler et je crois que ça apporte beaucoup plus de crédibilité à la chose. Je note donc qu'il y a un engagement fort de la communauté presbytérale. Je note aussi pour ma part qu'il y a des perspectives et des opportunités auprès de l'UCAO par la présence du père Stanislas Bo qui nous a permis de découvrir un exemple, un modèle de paroisse universitaire jusque-là inconnu dans un pays en proie à des déchirements et voilà qu'on y découvre une oasis. C'est un exemple qu'on pourrait copier. On a aussi beaucoup appris auprès du directeur général de l'ENCA. Et le père Hugues Quadio nous a, quant à lui, donné la réalité qui nous a permis justement de donner des idées, j'allais dire perspicaces et très pragmatiques. Je suis sûre que les téléspectateurs et auditeurs qui nous suivent ont beaucoup d'intérêt à prendre des notes, mais aussi à vouloir poursuivre ce débat. Parce que les jeunes sont au cœur du développement de l'État, du gouvernement, de tous les gouvernements et de l'Église. Et nous espérons que cet échange n'est que le début d'une longue réflexion, mais aussi de projets pour les jeunes de la communauté catholique des étudiants d'Abidjan, tout en sachant que cette communauté catholique des étudiants d'Abidjan est sur une paroisse qui se situe à Cocody, en face du CHU de Cocody, et qui est ouverte à tous les jeunes, quelle que soit leur confession religieuse, c'est à noter. Je vais, avec votre permission, messieurs les techniciens, faire un dernier tour de table, un dernier tour de prise de parole. Nous n'avons pas de table au centre. Pour permettre aux uns et aux autres, tout en se mettant de la perspective plutôt des laïcs adultes et du clergé, de faire leur dernière proposition de contribution forte
Alors la question c'est, selon vous, à l'issue de ces échanges et de toutes les idées qui ont pu nous revenir de nos expériences, quel serait le ou les leviers qui permettraient à cette paroisse-là, Saint-Albert-le-Grand précisément, de pouvoir construire d'ici 5 ans un vivier fort de jeunes bien formés, que ce soit spirituellement, techniquement, 1 ou 2 leviers. Le curé, quant à lui, de la paroisse, nous dit qu'il faut mettre en place une médiathèque. Et c'est l'occasion pour lancer un appel à toute contribution. La médiathèque de la paroisse Saint-Albert-le-Grand est un grand projet phare pour ce jubilé. Père Stanislas, pouvez-vous nous donner, donc, comme je le disais, une idée, un levier qui, pour vous, qui, à votre avis, permettrait à ces jeunes-là, soit de revenir, pour ceux qui sont partis, ou pour ceux qui sont là, d'éclore? Merci, madame. Je pense que tout est question d'éducation, parce que je note parmi les paroissiens actuels de Saint-Albert-le-Grand, des anciens étudiants, Oui, même à des milliers de kilomètres, les dimanches, ils sont à Saint-Albert-le-Grand. absolument. Ce qui veut dire que en leur temps, on a réussi à leur inculquer cet amour de la paroisse Saint-Albert-le-Grand. Je pense que si on a des personnes déterminées de la sorte, elles n'hésiteront pas à contribuer au développement de la paroisse et à la prise en charge même de leurs jeunes frères qui actuellement sont là et qui manquent d'infrastructures pour montrer, pour donner leur capacité, pour donner la meilleure part d'eux-mêmes. Et sur ce fait, j'ai constaté qu'il y a quand même des expériences qui permettent, des initiatives qui permettent de se retrouver. Par exemple, dans la vie active, il y a de ces associations de promotion, on dit promotion 90, promotion 2000, promotion, etc. Ils se retrouvent, ces gens-là se retrouvent pour une cause commune, soit pour se soutenir, ou bien pour partager entre elles les moments de joie, les moments de difficulté, tout ça. Ça veut dire que si on mettait en place une structure qui permet à tous les étudiants qui passent par là de se sentir membres de cette paroisse pour toujours, à la longue, on pourrait avoir un réseau de soutien pour la paroisse universitaire, même si chacun donne 5 francs, des milliers qui passent par là. Si on réussit à construire ce réseau-là, je pense que même avec les petites contributions, on pourrait réaliser des choses nobles. Maintenant, pour le projet de Père Curé, moi, je reviens toujours à M. Kouadio, que le Père Curé n'a qu'à aller le voir pour l'établissement des projets. Solution très concrète. Oui, solution très concrète. Il n'a qu'à aller le voir. Il doit avoir des structures de financement pour l'éducation, la formation des jeunes. Merci. Merci, mon père. Je vais passer la parole au directeur général de l'ENCA. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir de participer à ce débat et j'espère que il y aura eu une bonne contribution. Je reviens sur un point essentiel, c'est que chaque jeune doit être acteur de son développement et doit être acteur de sa construction. Et un autre point qui y va à côté, c'est qu'il doit pouvoir être accompagné, suivi. Et cet accompagnement, c'est l'engagement de l'ensemble des paroissiens, c'est l'ensemble de la société de manière générale, parce que on peut ne pas être forcément chrétien, mais voir le bien fondé de la formation intégrale donc des individus et ensuite apporter sa contribution pour cette formation intégrale.
J'aimerais dire, s'il y a une chose donc importante à faire, c'est que les jeunes puissent vraiment se constituer donc en communauté. Ça peut être des petits groupes, hein, comme l'a dit le père, où on a de l'expérience ensemble, de soutien aussi, et aussi des forces vraiment de proposition pour la construction de cette paroisse. Je suis pas au quotidien, on va dire, malheureusement, dans cette paroisse où je vois pas comment est-ce que évoluent ces éléments de la paroisse, donc je pourrais pas donner quelques éléments pragmatiques, mais une chose est sûre, c'est que l'espace donc dédié devient vraiment très petit. Très petit, en tout cas, par rapport à notre nombre, à notre temps, c'était déjà un peu plus grand avec déjà une petite bibliothèque. Mais c'est ça. On attirera beaucoup plus de gens que si on met l'accent sur cette formation humaine qui peut prendre juste un petit temps, 30 minutes, 1 heure de temps, et avec un élément de rotation. Et puis, garder vraiment générosité, patience, persévérance. Parce que ça se construit avec le temps. Ce qui a besoin, enfin, rien de grand ne se fait très vite. D'accord? On prend l'exemple de la graine qui est tombée dans la terre peu profonde, elle a vite grandi, puis après tombé. Alors qu'on est dans la bonne terre, on prend le temps de pouvoir donc construire. Il y a cette dimension-là. Je suis sûr que d'ici là, on aura la vie aussi des jeux. Hein. Bien sûr, la vision du curé, comme dit l'ordinaire du lieu aussi, et aussi le coup de pouce donc des paroissiens. Et à partir de là, on va porter une stratégie qui sera donc développée avec le temps. Et il ne faut pas se décourager, il faut maintenir le cap dans ce sens-là. Voilà ce que je peux dire. Merci, monsieur le directeur général. La parole de clôture, je veux dire, les propos de fin reviennent à l'abbé Hugues. L'abbé Hugues qui est au quotidien avec ces jeunes. L'abbé Hugues qui ploie sous le poids des sollicitations des jeunes qui sont de plus en plus nombreuses, qui sont de plus en plus difficiles à cerner, à satisfaire. Mon père, voici les propositions que les invités, vos invités, c'est nous qui les accueillons, c'est la paroisse qui les accueille. Nous soulignons la détermination, l'engagement du père Nouveau et du directeur général de l'NCA. Et donc, je vous passe la parole au nom du curé de Saint-Albert-le-Grand pour le mot de fin avant que je puisse clôturer. Merci. D'accord, merci. Saint-Albert-le-Grand se réjouit de ce, comme on l'a dit, c'est une pastorale universitaire, donc aussi travaille du côté de l'intellectuel. Et pour moi, le mot d'ordre, c'est vraiment l'engagement. L'engagement à tous les niveaux, parce que l'engagement n'est pas pareil. L'engagement pour nous prêtres, de nous engager pleinement dans cette pastorale-là, de la prendre à bras le corps, j'allais dire, comme étant une mission. Engagement des laïcs, des chrétiens, dont l'engagement va être différent, parce que ça va demander le temps. Vous savez, la jeunesse, le premier engagement qu'elle attend de ceux qui l'encadrent, c'est la présence. C'est pas d'abord même les idées, mais c'est d'être là. Et c'est cette présence-là qu'on doit faire l'effort. Hein. L'engagement des laïcs, ça serait cela. Et l'engagement maintenant des étudiants, ça serait justement de cette participation à tous les niveaux. Hein. Moi, je donne juste un exemple. Il y a je vais sur sa page Facebook et je vois que il joue au violon. Il est maître de chœur. Et je lui dis, je n'ai jamais vu dans ta chorale un instrument autre que le piano. Il dit, non, ça c'est à l'école. Je dis... Donc je dis, mais si ce qui te fait ta joie, ce qui fait ton truc, tu ne nous le donnes pas, comment est-ce que nous, on peut savoir? Donc voilà, c'est-à-dire que chacun doit vraiment donner ce qu'il a de beau, ce qui fait sa passion. Et nous tous, ensemble, nous allons faire grandir cette pastorale-là. Père Stanislas Noubo, monsieur le directeur général, Hugues Quadio,
Au nom du curé de Saint-Albert le Grand, du comité d'organisation du Jubilé, le révérend Père Quadio et moi-même vous remercions pour cet engagement. Et nous, c'est-à-dire le directeur général de l'INCA et moi-même, en tant que laïcs, nous nous engageons à suivre l'exemple de Joseph Lot, qui a impulsé la dynamique et la réflexion et la dynamique autour de la paroisse universitaire. Merci, mon Père, de nous avoir fait cette révélation. C'est à juste titre, donc, que ce soit des laïcs qui conduisent le comité du jubilé de cette paroisse et qui est pensé à avoir ce thème pour échanger. Nous souhaitons tout simplement que ce soit le premier échange. Le second, on proposera au curé, toujours avec l'appui de notre Joseph Lot, le directeur général de l'ENSIA, je t'appellerai comme ça désormais. Nous recevrons donc les étudiants, comme vous l'avez recommandé, pour les organiser à réfléchir, pour les organiser à nous communiquer leur code de langage, afin qu'on puisse les suivre dans leur passion, dans leurs rêves, avec engagement et détermination. Que Dieu nous bénisse.